Le ministre des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, représentant le chef du gouvernement, a reçu en audience aujourd'hui l'ambassadeur du Nigeria au Tchad, arrivé en fin de mission. Garba Abdou Zakaria est venu présenter ses adieux au chef de la diplomatie tchadienne. Les gestionnaires, contrôleurs et vérificateurs des taxes sont en formation depuis ce matin. C'est une initiative de la Direction générale des impôts. La ville d'Oumhadjer est complètement dans l'eau. C'est suite à une averse d'une durée de 3 jours. Plusieurs dégâts matériels sont constatés. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Message à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Bamako. Monsieur le Président, votre brillante élection à la magistrature suprême de votre beau et grand pays m'offre l'agréable occasion de vous présenter au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations et nos souhaits de plein succès dans l'exercice de vos hautes et nobles fonctions. La confiance que le peuple malien déplacé en vous ouvre une nouvelle étape dans votre engagement à son service et constitue un vibrant hommage rendu à vos grandes qualités d'homme d'État. Le peuple tchadien et moi-même voudrions vous assurer de notre attachement à l'esprit d'amitié, de fraternité et de coopération qui caractérise les excellentes relations qui existent entre nos deux pays et vous réaffirmons notre ferme volonté d'œuvrer sans relâche pour leur consolidation. En vous assurant de notre parfaite disponibilité à aider le peuple frère malien à retrouver la paix et l'intégrité de son territoire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, de croire à l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. À la une de l'actualité ce soir, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement, a reçu en audience ce matin Garba Abdou Zakari, ambassadeur de la République fédérale du Nigeria au Tchad, arrivé en fin de mission. Le diplomate nigérien est allé dire ses adieux aux représentants du Premier ministre après avoir passé une année et demie au Tchad. Ramad Daye Hassan. Après un petit temps mort, la diplomatie a repris ses droits au haut sommet de l'État. Le Tchad et le Nigeria sont unis par des liens séculaires et appartiennent à plusieurs organisations sous-régionales. Fort de ces relations privilégiées, le diplomate nigérian Garba Abdou Zakari, arrivé au terme de sa mission, a évoqué avec le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine Moussa Faki Mahamat les questions de coopération. L'ambassadeur Garba Abdou Zakari a promis au chef de la diplomatie tchadienne qu'il va œuvrer pour le raffermissement de ces liens d'amitié qui caractérisent depuis la nuit des temps ces deux pays. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, en retour, a estimé que son successeur maintiendra le cap de cette bonne relation et surtout poursuivra ses œuvres entreprises au profit des peuples tchadiens et nigérians. Au sortir de l'audience, le diplomate nigérian s'est dit confiant de l'avenir des relations entre les deux pays. Ces relations concernent plusieurs domaines, entre autres le commerce, la formation et la sécurité. Les relations que j'ai eu à établir, c'est vraiment un peuple très amical. Je n'ai pas eu de problème avec qui que ce soit au niveau du gouvernement et j'ai été vraiment très accueilli, très bien accueilli. C'est vraiment le souvenir que j'ai, cette relation cordiale, des gens qui sont prêts à améliorer les relations entre le Tchad et le Nigeria. Ce qui m'a vraiment marqué, j'ai fait des très bons amis. Des amis qui aussi sont très bien accueillis du côté aussi du Nigeria. Donc c'est des amis que je vais garder toute ma vie. Il faut préciser que le diplomate nigérian Garba Abdou Zakari a servi tour à tour en Europe, en Asie et en Afrique comme ambassadeur avant de faire valoir ses droits à la retraite. Le ministère des Finances et du Budget, par l'entremise de sa Direction générale des impôts, organise une session de renforcement des capacités
capacité des gestionnaires, contrôleurs et vérificateurs des taxes sur la valeur ajoutée. Cette session, qui durera une semaine, se tient dans les locaux de Univalor, sise dans l'enceinte de la faculté des sciences de Farsha. C'est le directeur général des impôts, Mbairari Henri Bari, qui a ouvert les travaux. Kandatao Hamia. La Direction générale des impôts entend améliorer l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. Pour ce faire, une vingtaine de gestionnaires, contrôleurs et vérificateurs des taxes sur la valeur ajoutée TVA renforcent pour une troisième fois leur capacité en la matière. Ceci en vue d'améliorer la lutte contre la fraude, l'élargissement de l'assiette fiscale et une meilleure administration des impôts par type de contribuables. L'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la fraude fiscale. Le renforcement des capacités de l'administration fiscale. La poursuite de la gestion catégoriale des contribuables et la maîtrise des obligations fiscales constituent des objectifs majeurs du plan d'action de la Direction générale des impôts pour la période 2012-2014. La taxe sur la valeur ajoutée constitue une pièce maîtresse du système de taxes sur les chiffres d'affaires. Il s'agit d'un impôt général de consommation qui atteint tous les biens et services consommés ou utilisés au Tchad, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère. Fin des travaux de la première édition des Journées de l'information géographique. Les participants ont été largement informés sur l'importance de l'information géographique au Tchad. Des précisions avec Gandatao Hamia. À travers 6 thématiques, les partenaires et décideurs ont été amplement informés sur l'importance de l'information géographique au Tchad, ainsi que les défis à venir. Ils ont également pu dessiner le contour d'une future institution pérenne dédiée à l'information géographique au Tchad, créer un cadre d'échange entre producteurs et utilisateurs de l'information géographique. Si on essaie de voir la répartition des infrastructures sanitaires à travers le pays, par exemple, en spatialisant, on saura dans tel endroit il y a concentration des infrastructures, dans tel autre il en manque, et ça permet, en couplant avec la démographie, le nombre de populations qu'il faut soigner, ça permet de prendre des décisions d'investissement judicieuses. La cartographie va permettre d'identifier les quartiers où définitivement il faut qu'il y ait personne. Et puis également les zones exondées pour lesquelles, de toute évidence, qu'il faut développer et où il faut développer l'habitation. Il faut être courageux pour faire déguerpir les gens dans les zones les plus difficiles. Et si on n'a pas ce courage-là, ça coûtera 100 fois plus cher dans 10 ans. Le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, à la décentralisation et des libertés locales, estime pour sa part que ces 2 jours ont permis une bonne compréhension afin de mieux vulgariser l'information géographique au Tchad. Au regard des résultats qui viennent de nous être présentés, je constate avec satisfaction que les préoccupations du ministère ont été prises en compte. Nous allons nous approprier des résultats de vos travaux et nous en traduirons en action. Cette première édition des Journées de l'information géographique au Tchad a regroupé les experts venus d'Europe, d'Afrique et ceux des différents ministères, des structures du secteur privé ou encore des associations professionnelles. Elle leur a permis de faire l'état des lieux, des acquis et perspectives de l'information géographique au Tchad et de disposer de données géographiques fiables pour la planification optimale de tous les projets de développement dans notre pays. Le 53e anniversaire de l'indépendance du Tchad, célébré le 11 août dernier, a été commémoré avec Fast Assar, chef-lieu de la région du Moyen-Chari. La cérémonie a été présidée par le gouverneur du Moyen-Chari, Yambay Massira Abel. Retour sur l'événement avec Digbo Hubert. Hier, colonie française, le Tchad est indépendant depuis le 11 août 1960. Le 11 août 2013 marque le 53e anniversaire de cette souveraineté. À l'instar des autres localités du pays, l'événement a fait l'objet d'une grande mobilisation à Sarre. C'est le gouverneur de la région, le général Yambay Massira Abel, qui a présidé les festivités aux côtés des autres couches socio-professionnelles ainsi que la population de Sarre en liesse. Le passage en revue des troupes par le gouverneur, le dépôt des gerbes de fleurs au monument aux morts pour un hommage aux martyrs ont été les moments forts de cette cérémonie.
L'indépendance a permis au Tchad d'enclencher son développement, reconnaît le gouverneur Yambaye Massira Abel. Il en appelle à la conscience de toute la population du Moyen-Chari pour une cohabitation pacifique. Le seul message que je puisse adresser, c'est qu'on continue à raffermir la cohésion, la paix, établir des ponts entre les différentes communautés pour arriver à ces objectifs-là, pour permettre de créer les conditions nécessaires aux investissements et au développement de la région. Le traditionnel défilé militaire a donc couronné cette manifestation marquant le 53e anniversaire de la proclamation de l'indépendance célébrée à Sarre. Restons encore à Sarre où les militants et sympathisants du mouvement patriotique du salut de la région du Moyen-Chari ont célébré le 8 août dernier le deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République Idriss Déby Itno. Plusieurs manifestations culturelles ont été organisées. Les festivités se sont déroulées au siège régional du MPS en présence du gouverneur de la dite région. Reportage Grangacham Irima. Au menu de la célébration de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno, dans la région du Moyen-Chari, des danses traditionnelles, animations musicales et discours circonstanciels. La justice que nous cherchons, mes frères, cherchez comme moi. Déby, président. La célébration du deuxième anniversaire de l'investiture du président de la République a vu la participation des filles et des filles de la région du Moyen-Chari. Les autorités administratives, militaires traditionnelles, responsables des ONG et les différents corps professionnels ont répondu favorablement à cette grande rencontre mémorable de l'histoire de notre pays. Dans son intervention, le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Yambaye Massira Abel, a situé le public sur les réalisations du président de la République en faveur de la population. La région du Moyen-Chari bénéficiera des industries qui participeront non seulement à l'ambitionnellement de la ville, mais aussi réduire le taux de chômage des jeunes qui aspirent tous à un meilleur cadre de vie. Anniversaire de l'investiture du chef de l'État toujours, l'événement a été célébré dans l'allégresse le 8 août dans la région du Bata par les militants du mouvement patriotique du salut. C'était au siège du dit parti à Ati. Ghislain Chani Koudou. C'est par un dîner offert par le conseil régional du MPS que les militants et militantes ont commémoré le deuxième anniversaire du troisième quinquennat du président de la République Idriss Déby Itno. Selon le secrétaire général du MPS du Bata, Abakar Aguid, ce troisième quinquennat consacré au développement du monde rural avec une attention particulière accordée à la femme et à la jeunesse est celui de nombreuses réalisations tant au niveau local que national. La paix, la sécurité et la stabilité retrouvées depuis quelques années, sans lesquelles aucun développement n'est possible, sont à mettre à l'actif du président de la République Idriss Déby Itno. S'inscrivant dans le programme politique du chef de l'État, qui livre une lutte sans merci contre la corruption et les détournements des biens publics, le secrétaire régional du MPS du Bata a dénoncé la mauvaise gestion actuelle de la commune d'Ati. Mauvaise gestion qui se traduit par des malversations financières et détournements de biens, a-t-il souligné. Toujours en province, le gouverneur de la région de Sila, le général des corps d'armée Moussa Harouna Tirgo, a effectué une visite de travail à Tissi. Il est allé constater la situation sécuritaire des réfugiés soudanais et centrafricains vivant dans cette localité tchadienne. À l'issue de cette visite, le gouverneur s'est entretenu avec les autorités administratives. Estelle Abdelkader. S'enquérir des conditions de vie des réfugiés soudanais et centrafricains installés dans les camps d'Abgadam et de Birhan devient un souci pour le gouverneur de la région de Sila. Moussa Harouna Tirgo a visité respectivement 2 sites où sont installés ces réfugiés. Il s'agit du camp d'Abgadam et celui de Birhan. À Abgadam, le numéro 1 de la région de Sila s'est entretenu avec les responsables et agents humanitaires en charge du site. La situation sécuritaire
humanitaire et l'installation des réfugiés vivant hors site sont au menu des échanges. Au-delà des préoccupations des uns et des autres, des fermes consignes ont été données par le gouverneur. Après Abgadam, Moussa Haroun Tirgou a mis le cap sur Amdoukoun, Soudan. Même décor, même préoccupation et même message. Par ailleurs, le gouverneur a sensibilisé les réfugiés sur la paix et la cohabitation pacifique. En réponse au gouverneur, le préfet souligne que toutes les dispositions seront prises en vue de réconcilier les communautés. Je l'annonçais en titre, la ville d'Oumadjer, chef-lieu de la région du Bata-Est, est complètement dans l'eau. Depuis 3 jours, la pluie n'a cessé d'arroser cette ville et cette averse a causé plusieurs dégâts matériels. Ahmad Yaya Abbas. La moitié de la ville d'Oumadjer se trouve dans l'eau. Les fortes précipitations de ces derniers temps ne sont pas sans conséquences pour la population. Les 5 quartiers du campement, les bâtiments de la radio FM et l'hôpital de la ville sont passés sous le contrôle des eaux. Ces inondations qui rappellent les années antérieures ont obligé la population d'élire domicile dans des écoles ou sous les arbres. Dépassés par la situation, les autorités locales appellent au secours. Déjà, les commerçants et autres bonnes volontés du département du Bata-Ouest posent des actes humanitaires à l'endroit des sinistrés. Ils ont mobilisé leurs véhicules pour des besoins primaires. Plus de 12 300 personnes ont été identifiées comme des sinistrés. Donc, il est temps d'agir pour éviter les pires. En sport, la Ligue d'athlétisme de la région du Moyen-Chari vient d'organiser une course de semi-marathon à Sar. Cette course est dénommée la course de l'unité. Des précisions avec Innocent Kilayou. Sur la ligne de départ pour cette course de semi-marathon organisée pour marquer l'an 2 de l'investiture du président de la République Idriss Déby Itno, il y a 70 athlètes. Ces athlètes sont venus des 6 arrondissements de la ville de Sar et ceux des éléments des forces de défense et de sécurité. Après le coup d'envoi donné par le gouverneur de la région du Moyen-Chari, Yambay Massira Abel, les 70 concurrents ont démarré la course avec beaucoup de ténacité et de vivacité. Après une dizaine de minutes de course, le peloton mené par les anciens athlètes de la place réduit la vitesse et le rythme de la course. À l'arrivée, les 10 premiers athlètes ont reçu diverses récompenses. Pour les organisateurs de cette course, dédiée pour l'unité et la paix, c'est un sentiment de satisfaction. Cette initiative est l'œuvre de la Ligue d'athlétisme du Moyen-Chari, dont elle en est à sa première édition. C'est le lieu ici d'adresser aux responsables de la Ligue d'athlétisme tous nos encouragements et par la même occasion de lancer un vibrant appel aux opérateurs économiques, aux chefs d'entreprise et de sociétés, aux personnes de bonne volonté et surtout à la mairie de s'investir dans la création de clubs d'athlétisme. Les autorités administratives qui ont donné le coup d'envoi de ces semi-marathons réitèrent leur engagement de faire la promotion du sport à travers toute la région du Moyen-Chari. Le soutien des autorités administratives du Moyen-Chari va certainement relancer le sport en général et l'athlétisme en particulier dans cette région, qui a fourni un nombre important des anciennes gloires du sport. Il s'agit entre autres de Ahmed Kinder, d'Idriss Mahamad Ouya et de Aladjaba, pour ne citer que ceux-là. La radiation d'une centaine d'avocats camerounais de leurs fonctions a fait l'objet d'une polémique à Yaoundé. Ces avocats ont été accusés de n'avoir pas payé leur cotisation obligatoire, qui est de 84 000 francs CFA par an. Reportage Kumbakan à ITV. C'est la nouvelle polémique qui agite le barreau du Cameroun. La radiation d'une centaine d'avocats, leur faute, n'avoir pas payé la cotisation obligatoire, 84 000 francs CFA par an, parfois pendant plusieurs années. Un manque à gagner estimé à plusieurs centaines de millions pour le barreau, selon son trésorier. Le bâtonnier nous a donné pour mission de trouver de l'argent parce que nous voulons acheter le siège. On veut donner aux avocats un siège digne de ce nom. Un argument loin d'être recevable pour les avocats radiés. L'un d'eux a accepté de témoigner à visage masqué par peur, dit-il, des représailles du Conseil de l'ordre. Il dénonce une décision arbitraire. L'avocat doit passer par le bureau disciplinaire du barreau du Cameroun. Il doit être entendu, il doit s'expliquer, il doit se défendre. Même si tu es radié, cette radiation doit être publiée.
Derrière cette polémique, la crise d'une profession. Le métier se paupérise et traîne une image déplorable. Faux diplômes, incompétence et même corruption, des dérives dénoncées par certains clients. Beaucoup d'avocats camerounais, mais pas tous, ne sont pas honnêtes. Ils font des accords avec les deux parties, d'un client à un autre. Ou alors, ils vont voir votre adversaire pour prendre de l'argent. Et à la fin, votre dossier est sans cesse reporté. Reste que ces radiations ne sont pas définitives. Les avocats sanctionnés peuvent toujours déposer un recours auprès de la Cour d'appel pour réintégrer la profession. En Égypte, le bras de fer entre les nouvelles autorités et les partisans de Mohamed Morsi se poursuit au Caire. Voici tout de suite les précisions avec Stéphane Reiss. C'est au bulldozer qu'est déblayée la place Rabat à la Daouya. Le fief des partisans de Mohamed Morsi est passé sous le contrôle des autorités égyptiennes. Dans la capitale, les checkpoints sont omniprésents. Les abords de l'emblématique place Tahrir sont quadrillés par les forces de police. Le bilan officiel des victimes monte à plus de 600 morts. L'action des militaires divise profondément le pays. Aujourd'hui, je me sens à la fois triste et heureux. Notre pays avait affaire à un groupe de terroristes, de bandits et de criminels. Les forces de sécurité auraient dû utiliser des canons à eau comme ils le font dans le monde entier. Et ensuite se servir des gaz lacrymogènes au lieu de tirer. En dépit des avertissements, les frères musulmans ont lancé une nouvelle mobilisation générale à travers le pays. Une journée baptisée Vendredi de la colère, se réclamant comme une manifestation pacifique. Nous n'avons jamais été violents. Nous sommes pacifiques. Et c'est par des moyens pacifiques que nous mettrons à terre le pouvoir militaire. On va les mettre à terre. On va les mettre à terre. Des dizaines de milliers de partisans islamistes se sont dirigés vers le square Ramsès, bien décidés à y rester jusqu'au retour au pouvoir de Mohamed Morsi et la fin de la loi martiale décrétée par le général Al-Sisi. Où est la démocratie? Où sont nos votes? Le général Al-Sisi tue tous ceux qui sont contre lui, même ceux qui sont désarmés. Les affrontements n'ont pas tardé à éclater avec l'armée. Les premiers rassemblements laissent place aux tirs de gaz lacrymogène et aux rafales d'armes automatiques. Les autorités égyptiennes justifient les tirs à balles réelles en cas d'attaque contre les forces de sécurité et sur les biens publics. Une décision qui inquiète au plus haut point la communauté internationale, qui ne peut pour l'instant que constater impuissante cette escalade de violence. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni la veille, appelle chaque partie à faire preuve de retenue. Les mineurs de Marikana en Afrique du Sud célèbrent ce 16 août le premier anniversaire du massacre de leurs collègues. C'était le 16 août 2012 que des dizaines de mineurs qui manifestaient pour l'amélioration de leurs conditions de travail ont été abattus par les policiers sans sommation. Christine Roth, reportage. C'était il y a tout juste un an à Marikana. Débordée par la foule, la police sud-africaine ouvre le feu sur des mineurs en grève. Bilan, 34 morts, 78 blessés, un bain de sang comme aux heures sombres de l'apartheid. Le pays est sous le choc. Un an après, les mineurs rendent hommage à leurs camarades sur les lieux mêmes du drame. Les plaies sont encore à vif. Les rivalités syndicales qui avaient mis le feu aux poudres sont loin d'être éteintes. Elles ont fait plusieurs morts ces dernières semaines. Quant au salaire, les mineurs n'ont reçu qu'une partie de ce qui leur avait été promis. Le gouvernement et la direction de l'ONMIN doivent payer ce pourquoi les mineurs se sont battus. Ils ne devraient pas parler de paix tant que les mineurs n'ont pas reçu ce qu'ils réclamaient. Après Marikana, des grèves sauvages ont gagné la plupart des mines du pays. Malgré des hausses de salaire, la tension n'est jamais vraiment retombée. Grand perdant, l'ANC. Le parti au pouvoir apparaît mal à l'aise face à cette grogne sociale. Pire, il justifie ce qui s'est passé à Marikana. Face au tollé, le président Jacob Zuma met en place une commission d'enquête, mais ses travaux s'embourbent. À elle seule, une réponse économique et financière ne va rien résoudre. Vous devez prendre en compte l'âme de la nation, l'âme des survivants de la tragédie de Marikana. Le processus de guérison va prendre beaucoup plus longtemps.
Un an après, Marikana continue de poser la question sociale en Afrique du Sud. Je vous donne la teneur de ce communiqué de presse suite à la mission interministérielle conduite en date du 10 août 2013 par le ministre de l'Énergie et du Pétrole et le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques sur les zones d'activité de la China National Petroleum Corporation International, le Tchad, CNPC. Il a été constaté une violation flagrante par cette société des normes environnementales rendues obligatoires par sa convention de concession, les lois en vigueur en République du Tchad et les pratiques de l'industrie pétrolière internationale. En effet, sur plusieurs sites, une importante quantité de brut a été stockée et traitée intentionnellement dans les conditions ne respectant aucune règle d'art. Compte tenu de cette atteinte grave à l'environnement, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a pris la décision de suspendre immédiatement tous les travaux de forage et de tests de puits de la société CNPC jusqu'à nouvel ordre. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Ndjerassem le Bemadjal. L'Afrique en bref nous conduit ce soir au Mali, en Libye et en Tunisie. Regardez. Tournée d'adieu du président malien par intérim. Au Nigeria puis au Bénin, Dioncounda Traoré a distribué ses remerciements, notamment à Boni Yayi, alors président de l'Union africaine pendant la crise malienne. C'est vraiment pour lui dire que son action a été déterminante dans tout ce qui s'est passé au Mali, puisque lorsque la crise a éclaté, c'était aussi lui qui était président en exercice de l'Union africaine. Pour l'occasion, Boni Yayi aura même une médaille. Quant à Dioncounda Traoré, il doit maintenant transmettre le pouvoir au vainqueur de la présidentielle malienne. Blocage de plusieurs ports pétroliers en Libye. Des gardes de sécurité empêchent l'exportation de brut depuis plusieurs semaines. Ils accusent le Premier ministre libyen de commercialiser du pétrole à son profit en dehors des circuits habituels. Faux, répond Ali Zeidan. Il affirme que les gardes exportent le brut en douce. Le gouvernement libyen menace de bombarder tout bateau suspect proche des terminaux pétroliers. Rached Ghannouchi persiste et signe. Le chef d'Ennahda, le parti islamiste au pouvoir en Tunisie, refuse catégoriquement de remplacer le gouvernement actuel par une équipe de technocrates. Ce serait un danger pour le pays, ça le pousserait vers le vide et l'anarchie, prédit le responsable politique. Une fin de non-recevoir aux revendications pressantes de la coalition de l'opposition. Opposition qui lance une campagne de mobilisation baptisée Dégage contre Ennahda, avec un seul but, provoquer la chute du gouvernement. Voilà, c'est sur ces reportages de nos confrères de l'AITV que se referme cette édition. Merci de votre fidélité et passez un très bon début de week-end.